Vince le mariachi. Ça fait toujours plaisir à entendre. Et bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Papcast, l'émission où nous les papas on parle du sujet difficile et pourtant formidable de la paternité. Et pour ça, je suis accompagné par mon acolyte Vince le mariachi. Bonjour. Muchas gracias, bonjour. Et quelle chance, quel honneur, moi je suis avec Amaro Cazenave. Il est là, il est beau, il est grand. Il a son casque. Et tous les deux, nous sommes avec le formidable Nicolas de Palmar. Salut Nico. Salut les copains. Lui, il est en pleine maîtrise, là, regarde ça, les lunettes, le style impeccable. Je le dis parce que j'espère qu'on va le voir. Il est parfaitement bien habillé. Il est très chic. Irréprochable. Je suis en train de rougir. Non mais Nico, tu es un modèle pour nous en termes de style, effectivement, et puis de classe. Alors, avant de commencer, je te propose, Nico, qu'on fasse un bond en avant dans le temps et d'écouter les plus belles choses que tu vas nous dire à ce micro pendant l'émission. J'ai été très marqué par une idée familiale qui consiste à dire que nous sommes les maillons d'une chaîne. Je suis relié à d'autres personnes avant moi et modestement, je dois transmettre quelque chose derrière moi. Je pense qu'il faut appeler nos enfants à vivre leur vie et à partir de ce moment-là, ils seront confrontés à d'autres problématiques que la mienne et il faudra simplement que je les ai armés suffisamment dans la vie pour qu'ils puissent répondre au mieux et de manière plus équilibrée au monde qui les attend. Si tu commences à dire non, moi je prends pouvoir sur ma descendance, non, enfin, je suis désolé, on n'a aucun pouvoir. On a découvert avec Agnès lors de l'échographie du 5e mois que Marie vraisemblablement serait atteint de trisomie 21. Pendant 6 mois, j'avais beaucoup de mal à devenir le père de ma fille. Ce qui est diabolique, c'est de pouvoir se projeter 40 ans en avant en se disant je suis mort, elle s'en sortira pas. Et en fait derrière, la vérité, c'est soit dans la simplicité de la vérité et reçois ce que je te donne et regarde comme elle t'aime. C'était magnifique. Un mot pour qualifier ce que tu nous as dit pendant cette émission, Nico ? Oh, quelle humilité, mon Dieu. C'est épouvant. J'ai dû dire un nombre de bêtises. Alors peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a quelques-uns qui te connaissent pas. On te connaît surtout par ton travail graphique. On va y revenir tout à l'heure. Alors un petit rituel. Tu as un texte devant toi, un texte à trous, et je te propose que tu nous le lises et pour qu'on apprenne à te découvrir. Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'ai 48 ans. Si je gagne ma vie en faisant le mariole, je suis aussi connu pour faire des illustrations des dessins, de la peinture et beaucoup de dire de conneries. Notamment chez moi où je suis le papa de 3 enfants. Et oui, ils sont extraordinaires. Pour eux, je suis surtout un modèle. Et si Amaro et Vince m'ont invité aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est parce que la paternité pour moi, c'est une transmission. Si mon père écoute cet épisode, je suis sûr qu'il dira il est encore mal situé, mais comme vous allez comprendre ça dans le reste de l'épisode, alors restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous au Papcast. Oh, c'est formidable. Merci. Merci beaucoup, Nico. C'est à nous de rougir, là, s'abonner au Papcast, enfin. Il est encore mal situé, c'est ça que tu as dit ? Ah, et c'est ce que j'ai dit, ouais. Géographiquement, ça politiquement. Ouais, c'est ça, non, ça veut dire quoi, mal situé ? Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que je dois prendre toute la place en parlant ? Est-ce que je suis le père à la place du père ? Est-ce que je suis le copain de mes enfants ? Est-ce que je suis un maître? Est-ce que je suis dans l'angoisse et à partir de ce moment-là j'ai besoin de meubler? Enfin, il y a plein de choses qui font qu'à la fin on se dit il est pas situé là où il devrait être. Est-ce que il a pas trouvé son équilibre, quoi. Tu penses que tu n'as pas trouvé ta place au soleil? Non, absolument pas, non. Absolument pas. Ouais, tu la cherches encore. C'est-à-dire que ouais, à 48 ans, d'accord. toujours je cherche ma place. Tu cherches ta place. Ouais. Wow. Écoute, bien se situer, mal se situer, c'est une phrase apparemment que tu as reçue de ton papa. Je suis allé à la rencontre un petit peu des personnes dans la rue et je leur ai demandé quelle était la petite phrase qu'ils avaient retenue de leur père et je pense qu'on va parler de ça pendant l'émission. On les écoute. Quelle petite phrase de votre père vous retenez encore aujourd'hui ? Travaille maintenant, plus tu travailles maintenant, moins tu travailleras plus tard. Wow. Pour vous, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'il fallait que j'investisse sur mes études parce que lui n'avait pas fait d'études et qu'il en souffrait. Je t'ai dit de ne pas courir. Ça voulait dire quoi du coup ? Courir, c'est un escargot équivalentement, donc c'était sa manière de dire de pas courir vite, quoi. Un sac vide, ça tient pas debout. C'était pour vous faire avancer ? Pour nous faire manger. Ah, pour vous faire manger ? Oui, un sac vide, et je le redis souvent, un sac vide, ça tient pas debout, qu'il disait. Est-ce que t'es vraiment sûr que tu veux faire ça ? Et alors, maintenant, vous êtes sûr ou pas ? Ça dépend des sujets. Faut pas rester un jour sans apprendre. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va falloir apprendre ?
aucune idée. Je sais pas encore, mais... Vous êtes là pour visiter, pour peut-être visiter, ouais. Pas mal, non, c'est français. Il y avait un groupe notamment de dames assez âgées et j'ai dit oui voilà c'est un podcast sur les papas etc. Il y en a une qui s'est mis en retrait tout de suite en disant non si c'est sur les papas je veux pas en parler. Comme quoi je découvre au fur et à mesure de ces émissions en fait et puis de cette recherche que il y a un vrai sujet quand même sur la paternité et donc là je propose que cette émission on essaye de voir un petit peu les petites phrases qu'on a retenues de nos pères ou pas, les petites phrases aussi qu'on aimerait bien que les autres retiennent de nous et pour ça j'ai un petit questionnaire pour toi, Nico. C'est le questionnaire petite phrase. Quelle est la phrase que ton père ne t'a jamais dite et que tu aurais voulu entendre ? Il a fini par me les dire, mais j'ai attendu très longtemps. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Ouais. Effectivement, ouais, c'est une phrase après laquelle on peut vraiment beaucoup courir. Toi, longtemps, ça a duré longtemps avant qu'ils te la disent. En fait, j'ai compris bien plus tard, à 40 ans, que en fait, le fait de pas me le dire, c'était aussi de me laisser libre. Et me dire je suis fier de toi, ça voulait dire j'ai encore emprise sur toi. Et en fait, je crois qu'il m'a laissé libre de faire mes choix, de me tromper. Il a accepté, il a même pris des risques avec moi quand j'étais plus jeune. Laisser libre en ne prenant pas une emprise sur moi trop importante. Et il est pas venu, par exemple, quand j'ai réussi à trouver ma voie professionnelle, il est pas venu ni voir une exposition en prépa, ni voir une exposition aux Arts Déco quand j'y étais. Et peut-être que j'en souffrais un peu parce que je me comparais à d'autres camarades qui avaient des parents qui étaient plus intrusifs, on va dire. Et je dis bien intrusifs parce que je pense, avec du recul maintenant, qu'il m'a laissé libre. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu développer la technique que je voulais, découvrir le chemin que j'avais envie de poursuivre. Je me suis planté. Moi, j'ai fait des études de droit. Bon, ça a duré 3 semaines. Voilà. Et tout le reste de travers, comme disait Coluche. Mais c'est évident que de mon côté, accepter que j'étais fait pour une carrière artistique, ça a été un peu plus long parce que c'était pas vraiment une voie toute tracée dans le modèle familial. Néanmoins, c'était une chose qui a été non seulement acceptée, mais même prévue par mes parents qui, quand je me suis inscrit en droit, ne m'ont pas interdit, mais m'ont levé des yeux un peu étonnés en disant « Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ?» Et en fait, je voulais défendre la veuve et l'orphelin, ce que j'ai continué à faire, mais avec le talent que j'avais, c'est-à-dire en gros en acceptant qui j'étais, découvrir que finalement, avec un crayon à la main, j'étais plus performant que en bossant des dossiers juridiques. Et tu m'avais dit justement que au début de ta carrière professionnelle, ton père t'avait un peu introduit, notamment dans l'enseignement. Donc ça, enfin, je veux dire, il y a quand même eu une sorte de tuilage, on va dire, à ce moment précis pour toi. Ouais, c'est très juste, Amarou. En fait, il se trouve que je pense que les parents et papa étaient très attentifs finalement à ce que moi je pouvais devenir, et il a toujours considéré qu'un piston c'était un phénomène d'aller et de retour. C'est-à-dire que quand on recommande quelqu'un, en fait, on prend un risque. On recommande quelqu'un toujours pour soit la personne à qui l'on confie cette personne, soit pour aider cette personne à trouver son chemin. Et en fait, il faut donner un piston au bon moment, c'est-à-dire au moment où effectivement c'est l'adéquation correcte pour les deux. Et en fait, je crois que quand il m'a aidé à devenir professeur dans une école de journalisme et puis dans une école de communication il y a plus de 20 ans, et j'étais prêt à cela, j'avais les compétences pour cela, je pense aussi que c'était une transmission familiale, j'avais quelque chose de fait pour l'enseignement, et donc il m'a mis à l'essai. Avec l'aide de ces amis-là, je pense que j'ai fait l'affaire. Je suis prof depuis 22 ans cette année. Ok. Ouais, la pédagogie, ça fait vraiment partie aussi de ta vie. Hein. Oui, vraiment. C'est transmettre, t'as toujours. J'ai toujours adoré ça, et je pense que c'est partie de l'éducation aussi, et d'une certaine manière une transmission paternelle maintenant. Autrefois, j'ai commencé à enseigner quand j'avais 3-4 ans de plus que mes élèves. Maintenant, définitivement, je suis plus le pote Nico, mais je suis plutôt un daron parmi les autres, quoi. Alors on continue dans les petites phrases, le questionnaire petites phrases. Quelle est la petite phrase que tu espères que tes enfants ne diront jamais à ton sujet? Il nous a pas menti. T'aimerais qu'ils te disent, il y a un enjeu de vérité pour toi. Ouais. Sur la vie? Ouais, exactement. Wow, c'est-à-dire que j'ai mis en adéquation ce que je leur ai dit et aujourd'hui ce qu'ils peuvent en faire. J'ai l'impression que quand tu dis qu'il y a un enjeu de vérité par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose justement qui t'a été transmis?
ou c'est quelque chose qui est un peu inné chez toi? Comment tu l'as découvert que c'était l'enjeu de vérité plus fort? Parce que moi, par exemple, c'est la liberté. Et c'est assez marrant parce qu'on a beaucoup ce débat avec Marie ou avec d'autres amis sur en fait, est-ce que c'est plus important la liberté, la vérité? Moi, j'aime bien ce genre de débat. Et toi comment t'as découvert que c'était la vérité chez toi? Déjà, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. La vérité nous rendra libres. Donc de toute façon, ça passe par là. Je travaille dans un milieu dans lequel il y a beaucoup de faux semblants. Et ça, je déteste ça depuis le premier jour. Je suis tombé sur des gens qui arrangeaient la vérité en fonction de ce qu'ils voulaient faire. Moi, de mon côté, je voulais rendre et traduire de manière très simple, le mieux possible pour que les gens comprennent de manière aussi pédagogique l'envie d'un de mes commanditaires. J'adore les projets de mes commanditaires, sinon je les fais pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie d'en donner la substantifique moelle à un public, et je trouve que c'est un travail qui nécessite de faire l'épure de la vérité. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire l'économie d'être le plus vrai possible dans ce métier-là. Ça m'a fait beaucoup d'ennemis. On considère que j'ai un caractère dur, on va dire ça comme ça, mais c'est parce que je suis ambitieux pour eux, et quelquefois au-delà même de leurs ambitions, parce que je pense que ça sert à rien de mettre de l'énergie si on n'est pas là pour transmettre cette vérité, même une infime parcelle du métier ou de la mission que l'on m'a confiée. Et donc en fait, je suis assez jaloux de ce château vérité. Mais tu vois, enfin je veux dire, il y a une audace quand même derrière ce que tu dis, mais il y a plus qu'une audace, il y a aussi effectivement un enjeu de loyauté, un enjeu d'engagement. Tu t'appelles Nicolas de Palmar, je sais que tu fais des recherches pour justement connaître bien tes origines, au-delà de ton père, au-delà de tout ça. Est-ce que toi tu te sens qu'il y a une responsabilité un peu transgénérationnel par rapport à ça, ou c'est quelque chose qui est plutôt inné chez toi? Comment tu vois les choses par rapport à... J'ai été très marqué par une idée familiale qui consiste à dire que nous sommes les maillons d'une chaîne. Donc modestement, je suis relié à d'autres personnes avant moi, et modestement, je dois transmettre quelque chose derrière moi, et la terre ne m'appartient pas, j'appartiens pour l'instant, elle m'est confiée, elle a été confiée à mes ancêtres qui ont bâti une partie de ce pays, et j'espère que mes enfants ils trouveront la force pour continuer le combat. Voilà. Et je pense que j'ai ça au fond de moi. Il y a plusieurs strates dans un homme. Il y a une strate spirituelle, il y a une strate humaine, amicale, amoureuse, relationnelle, et puis il y a une strate faisant partie d'un peuple. Et moi, je fais partie d'un peuple, et je suis très heureux d'en faire partie. Je n'en tire ni fierté, ni honneur, ni rien. J'espère seulement un jour être un ancêtre à mon tour. On va continuer à avancer un petit peu avec toi, Nico. Quelle phrase tes enfants te diront peut-être quand ils auront 40 ans? Je suis heureux. Ça c'est un souhait que tu as pour tes enfants, mais et peut-être si on le voyait d'un point de vue négatif, ça serait, qu'est-ce que tu redoutes qu'ils te disent quand ils auront 40 ans? Je suis heureux. Ah ouais, c'est difficile. Ce que je redoute peu de choses, moi, à part que le ciel me tombe sur la tête. Mais quel Gaulois. Ouais, c'est clair. En fait, j'ai une énorme peur, mais je pense que je suis pas du tout guetté par cette peur-là. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est rhétorique. C'est que en fait, on ait une reconduction qui soit celle de ma génération. Je pense qu'il faut appeler nos enfants à vivre leur vie, et à partir de ce moment-là, ils seront confrontés à d'autres problématiques que la mienne. Et il faudra simplement que je les ai armés suffisamment dans la vie pour qu'ils puissent répondre au mieux et de manière plus équilibrée au monde qui les attend. C'est pas du tout le même que le mien. On a presque 30 ans de différence. Franchement, honnêtement, non, je les sens assez libres aussi. Je pense que cette transmission de maillon de chaîne dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est assez juste en fait. J'ai au moins transmis cette idée de vérité et de liberté, parce que je reprends ton mot. Je trouve ça assez juste. Et je pense qu'ils sont assez libres de choisir leur voie en fonction
leur caractère, parce qu'évidemment le système éducatif qu'on a donné à Agnès et moi, c'est, disons qu'on a essayé de faire au mieux de nos capacités. Et évidemment, être père, c'est la chose dont on est le moins capable, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est une rencontre entre un désir d'un père et un caractère d'un enfant qu'on n'a pas choisi. On l'a désiré, mais il est libre, et donc à partir de ce moment-là, on doit l'aider à grandir tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Alors, Et perso, donc, grandir avec un père et une mère dans une maison atelier, enfin je sais pas, mais toi Amarousse, pareil, ça fait rêver quoi. Moi je me dis, les auditeurs là, ils sont en train de rêver. Parfait, c'est l'endroit où on rêverait de grandir. J'en sais rien, parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Nico, c'est que il y a un côté où enfin, j'ai l'impression que t'as je pensais réussi que à tu serais d'accord avec transmettre. moi, mais ok, d'accord. En fait, pas forcément, parce que c'est marrant, Nico. Je veux dire, tes enfants, ils ont pas continué en fait dans aucun profil artistique. En fait, il y a personne qui a repris. Attends, il a commencé par du droit. Non, mais ça veut pas dire qu'il y a pas eu des choses créatives, parce que t'as un fils qui fait de la cuisine, donc il y a vraiment une part de créativité. Non, mais je suis d'accord. La transmission, ça veut pas dire une reconduction. Des fois, il peut y avoir une pression dans les familles de ça. C'est-à-dire, l'enfant, il va prendre ma suite et donc il va faire exactement la même chose. Et mais donc toi, t'as pas reçu ça et t'as pas transmis ça. C'est. Il y a deux choses. La première, c'est que je ne suis pas l'héritier d'un empire capitaliste. Je suis l'héritier d'une longue lignée d'indépendants. Mon père était journaliste indépendant, ma mère était orthophoniste avec son propre cabinet. Je ne suis issu que d'une lignée d'indépendants. À partir de ce moment-là, je suis pas devenu journaliste. Et les parents, je te parlais de vérité, et toi tu me parlais de liberté, et je te disais la vérité nous rendra libres. Enfin, c'est le Christ qui le dit. J'ai toujours vécu dans une famille qui avait cru de manière extrêmement claire à ce qui est écrit dans l'Évangile, et mon père particulièrement. À partir de ce moment-là, être le plus grand disciple, quand on croit à la vérité, au chemin et à la vie qu'est le Christ, à partir de ce moment-là, évidemment, si tu commences à dire non, moi je prends pouvoir sur ma descendance, non, enfin je suis désolé, on n'a aucun pouvoir. On a eu la joie d'être les co-auteurs et de leur donner la vie physiquement, enfin humainement, on va dire. À partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est d'être des compagnons de route, au sens vraiment politique du terme, de leur vie, et qu'ils puissent toujours savoir que leur père est là pour qu'ils puissent s'appuyer sur nous, mais que s'ils n'en ont pas le désir ou pas le besoin, on n'a pas besoin d'avoir une béquille supplémentaire. Quel regard tu portais sur la foi de ton père? Très différent de moi, et en même temps des points communs d'amour, on va dire, mais mon père est un mystique. Donc et toi, tu serais quoi si lui est un mystique? Moi, je suis Saint-Pierre, moi. Je dis énormément de conneries, je suis assez spontané. Je me lance je me lance dans la bataille. Je comprends absolument rien dans la plupart des projets dans lesquels je me lance, à part le fait que intuitivement j'y crois et je participe. À partir de ce moment-là, je fais beaucoup d'erreurs, mais à la manière de Saint-Pierre, je suis capable de reconnaître. Et donc ton père mystique? Ouais, et mystique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours cru à l'Évangile de manière incroyable, et qui a toujours illustré de manière très poétique les passages de sa vie avec un regard avec l'Évangile, par exemple. Voilà, qu'il fallait pas avoir peur dans la vie, parce que effectivement les lys des champs, comme les oiseaux du ciel, ni sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils sont parés des plus beaux vêtements. Dieu pourvoit, Dieu pourvoit, donc et confiance fait, et puis après le Seigneur donnera derrière, mais d'abord engage-toi, et ensuite après le reste viendra derrière. Et je trouve que ça, c'était vrai, et en tout cas je l'ai vécu, et lui de son côté il n'a vécu que de cela. C'est jamais quelqu'un qui a cherché derrière mammon, l'argent, ou l'honneur, ou la reconnaissance. Il a toujours fait ce pourquoi il était fait, et il a toujours donné au Seigneur et préparé le royaume des cieux. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ça fait peur, parce que dans une vie dans laquelle on promeut les gens qui sont tout puissants, qui ont un plan et qui déroulent. Eh bien, lui n'avait pas de plan, il déroulait pas, il était donné. À partir de ce moment-là, c'est quand même un superbe exemple. Et donc ça, je reconnais, papa, bravo, tu as été inspirant. Voilà. Et justement, pour revenir sur ton père, et sur aussi des petites phrases qui ont été dites. Donc tu as 3 enfants, tu as 2 fils, et une fille, Maric, qui elle du coup est atteinte de trisomie 21 et d'autisme. Et d'autisme.
Et en fait, tu me racontais justement que quand Marik est née, t'as eu une conversation avec ton père et justement il y a une phrase qui t'a dite à ce moment-là et que je trouve une belle phrase transmission. Ouais, c'est exactement ça. C'est une phrase transmission. On a découvert avec Agnès lors de l'échographie du 5e mois que Marik vraisemblablement serait atteint de trisomie 21. J'ai fait le pari absurde de dire que les médecins s'étaient trompés. Évidemment, je suis docteur S-Sciences, donc évidemment je sais mieux qu'eux. Et évidemment, à la naissance, j'étais là, présent, et donc j'ai pu... c'est pas moi qui ai accouché, mais Agnès. Donc en gros, j'ai vu cet enfant sur son ventre, et là j'ai vu les traits de la trisomie, car c'est marqué quand même. C'est un coup, j'ai perdu mon pari. Bon, ça c'était face à mes bêtises, mais il se trouve que je me suis senti d'un seul coup extrêmement démuni en me disant waouh, maintenant je suis en responsabilité d'une petite fille qui aura besoin, selon ce que je pensais à l'époque, de moi jusqu'à la fin de mes jours, et en fait comment on va se débrouiller. Et en fait, j'ai téléphoné à mon père à la maternité et pour lui annoncer que effectivement, il avait une petite fille et qui était handicapée, qui avait porteuse de handicap. Il faut toujours être là-dessus, mais bon, elle est handicapée. Et mon père m'a dit maintenant, c'est toi qui es devant. Tu es devant moi, c'est toi le père en fait, voilà. Et en fait, c'est très agréable de pouvoir recevoir cette main confiante du père qui dit maintenant tu passes devant moi. Voilà. Et en fait, c'est encore une fois, c'est quelque chose dans lequel mon père m'a laissé libre. Et il m'a dit voilà, je suis fier de toi sans le dire. Il l'a dit quand même. Mais surtout, c'est pas la fierté le plus important. C'est le fait que, en fait, tu es dans la vérité. Et en fait, tu marches dans les pas de la vérité. Et j'ai découvert, j'ai mis du temps, hein, mais pendant 6 mois, j'avais beaucoup de mal à devenir le père de ma fille. Et en fait, j'ai découvert qu'une relation, et vous voyez, j'ai mis du temps à le comprendre, mais une relation, c'est à deux. Bien sûr, on donne, surtout à un petit enfant qui semble devoir être nourri, changé, et qui n'a pas d'autonomie. Et en fait, j'ai compris que son regard, son souffle, sa confiance dans mes bras, était ce qu'elle était capable de me donner, et que c'était extrêmement libérateur, même pour le père que j'étais, l'homme que j'étais. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu un père, et que ce que je parlais de non-reconduction, mais plutôt d'accueil et puis d'accompagnement, ça prenait tout son sens avec une petite fille qui, sur le papier, n'est pas la petite fille que nous désirons le plus, parce que finalement elle nous met une pression énorme en disant voilà, il faut qu'on assure. En fait, on assure que dalle, on assure tous les jours, c'est-à-dire que c'est carpe diem, et que ce qui est diabolique, c'est de pouvoir se projeter 40 ans en avant en se disant je suis mort, elle s'en sortira pas. Ça, c'est le diable qui vous souffle dans l'oreille, tu es nul, tu es un incapable. Et en fait, derrière, la vérité, c'est soit dans la simplicité de la vérité et reçois ce que je te donne et regarde comme elle t'aime, hein, voilà. Tu m'as dit en fait ton père, effectivement, quand il te dit passe devant, tu m'as dit plusieurs choses. Tu m'as dit déjà en fait toi tu l'as fait passer quelque part de la théorie à la pratique, c'est-à-dire que en fait lui il avait un certain nombre de valeurs qui lui étaient chères, et toi quelque part t'étais face à la réalité, il fallait que tu les mettes en pratique, quoi. Et tu m'as dit aussi c'est par le biais de Marik quelque part que j'ai compris ou ce que c'était que la paternité, ou que t'avais pas compris avant. Oui, en fait, il se trouve que avoir 2 garçons magnifiques comme Élie et Aubin, c'est facile en fait. Parce que en fait, c'est exactement ce que je voulais. 2 garçons qui un jour auront eux-mêmes des fils, et la chaîne continuera. Donc parfait, j'ai pas grand-chose à faire. Et puis finalement, Marik, ce n'est pas finalement cette reconduction dont je te dis, j'essaie de me défier, en me disant que ce n'est pas ça le but, mais c'est elle qui me l'a fait comprendre. Et à partir de ce moment-là, être un père, c'est être là inconditionnellement. Moi aussi, théoriquement, je suis moralement pour la défense de la vie, etc. Et il se trouve que quand on vous met face à la réalité, d'un seul coup, vous passez d'une théorie morale à un cas pratique. Je n'ai eu, je pense, aucun moment l'envie de me défier de cette chose-là. Je pense que je m'étais préparé, mais ça veut pas dire que c'était moral. Je suis pas un homme moral.
je suis un homme qui reçoit un beau cadeau, et ce beau cadeau, c'était une petite fille. Il se trouve que je préfère les cadeaux aux surprises, parce que j'aime bien me préparer. Je suis un homme plutôt angoissé, mais il se trouve que là, pour le coup, c'est une vie qui est en jeu, et là, vous pouvez pas imaginer que vous ayez des théories qui passent par-dessus. Je suis catho, donc je pense ça. J'en sais rien, non, rien du tout. C'est une petite fille. Elle est incarnée. Elle a un sourire. Elle est mignonne. Elle a un caractère. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui est une jeune femme. Elle a 14 ans. Vous voyez, elle est toujours pas propre la nuit. Donc en gros, les contingences matérielles nous sont rappelées tous les matins avec une douche avant de l'envoyer à l'IME. Il faut avoir cette compréhension que être père, c'est aussi se mettre les mains dans le cambouis, je dis ça poliment, et en fait c'est une grande humilité, pas celle dont j'ai été doté à la base, celle dont voilà, on m'a donné cette mission, disons, et je veux dire que ça me coûte tous les jours, et tous les jours je me rappelle que nous sommes incarnés, et que en fait elle n'y est pour rien, mais je suis là pour elle, et je le redis inconditionnellement, et en fait c'est ça, être père aussi, quoi. On a vu que donc tes deux fils, ils ont pas repris le flambeau, on va dire, graphique, de peintre, d'artiste, on peut dire ça comme ça. Oui. Ils viennent bouleverser l'héritage du patriarque. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que non, mais pour toi c'était un enjeu ou c'était pas du tout? Non, c'est absolument pas un enjeu. Non, mais j'aurais bien aimé pouvoir en discuter avec eux, mais il se trouve que je suis très heureux qu'ils choisissent leur voie, ou qu'ils la découvrent encore, peut-être, parce que c'est pas parfaitement fini. Mais moi, de mon côté, je te le dis, j'ai pas du tout envie de reconduction, donc je suis très heureux. J'espère qu'ils seront fiers de leur père, que je leur fasse pas d'ombre ni de honte, et que à côté de ça, ils puissent sourire à la vie, et que moi, de mon côté, je puisse me dire, je suis heureux de voir des garçons solides et une jeune fille, et des garçons solides et heureux, et une jeune fille solide et heureuse. Est-ce que tu les regardes avec étonnement, ou justement en pleine liberté, tu leur laisses leur liberté? Est-ce que t'es surpris de ah ouais, ils font ça? Je suis étonné. De temps en temps, je retrouve des points communs de caractère avec certains, mais je me dis aussi que c'est plutôt les autres qui me montrent les correspondances. Ils ont eux du recul sur nous deux. À partir de ce moment-là, ils nous disent tiens, ton fils, il a quand même des attitudes comme son père, exactement. Mais bon, c'est absolument pas du tout ni une fierté, ni une gloire, ni une tristesse. Disons que j'aurais très envie que, effectivement, je le disais tout à l'heure, ils soient heureux, et être heureux, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et la phrase que ton père a mis du temps à te dire, est-ce que toi tu leur dis je suis fier? Régulièrement. Ça c'est le truc, c'est ton leitmotiv. Régulièrement. Et puis je suis dur aussi, c'est-à-dire que sans liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur. Bien sûr. Évidemment, quand ils donnent pas leurs mesures, Beaumarchais bien sûr, l'insolent, je le dirais en plus. Voilà. Non, mais il y a des moments où être père, c'est aussi mettre des limites et dire voilà, il y a un cadre. En fait, je donne, tu donnes. Tu dois, ton devoir, c'est celui de devenir toi-même. C'est pas celui de te laisser couler. Je te parlais d'une pente, tu la suis tant qu'elle monte, pas tant qu'elle descend. Très bon. Et du coup, c'est très visuel, effectivement. On sent qu'il est peintre. J'ai trois dernières petites questions avant qu'on écoute Vince nous emmener dans un cadre beaucoup plus profond et spirituel. Du coup, petite phrase fin de vie. Quelle phrase tu aimerais entendre le jour de ton enterrement? Ça, c'est la phrase la plus drôle du podcast. Alors, il est immortel. Boum. En parlant de qui? De moi. Parce que tu seras devenu académicien. Non, pas du tout. Non, parce que étonnamment, Highlander, les petites épées, j'ai peur à titre personnel et pas à titre de père de disparaître définitivement des mémoires de l'homme. Et il se trouve que j'enseigne l'histoire du graphisme et c'est vrai que j'admire énormément de mes grands ancêtres dans mon métier. Et à côté de ça, j'aimerais bien pouvoir mettre une pierre à l'édifice et être, je le disais tout à l'heure, un ancêtre aussi. Et tout à l'heure, je le dis, je le pense profondément. C'est-à-dire que j'ai envie d'être un ancêtre. Voilà, c'est un ancêtre. Écoute, en tant qu'artiste, permets-moi de te dire, tu laisses une empreinte, une trace indélébile. Ouais, ça c'est vrai. Merci. Et quelle phrase tu redoutes d'entendre à ton enterrement?
Ah, en fait, aucune. Pour être très honnête, tout à l'heure, je disais ça parce que je pense évidemment que je me situe mal, comme dit le papa. Mais très honnêtement, vous ferez ce que vous voulez de mon cadavre. Franchement, vous êtes encore une fois libre de faire ce que vous voulez. Je veux dire, après moi, je suis plus là. Mais je ne suis pas là. Ouais. Enfin, honnêtement, je suis dans l'éternité, j'espère, Amen. avec le Seigneur. Voilà. Donc, voilà. Non, je m'en fiche. Allez, puis j'ai une dernière question pour toi. L'héritage immatériel que tu vas laisser derrière toi, ce sera? Là, on parle du souvenir, c'est très beau. Oh, mon Dieu. J'ai pas envie d'être une nature morte. Je suis pas inquiet pour ça. C'est la seule chose que je peux te dire. Trop bien. Merci beaucoup Nico de nous laisser là-dessus. On va rester là-dessus. Effectivement, j'ai pas envie d'être une nature morte. Je trouve que c'est beaucoup de profondeur là-dedans. Vince, tu nous emmènes où pour ce dernier temps qui est un temps, on aime bien terminer avec une petite intention, quelque chose qu'on laisse un peu derrière nous. Et peut-être qu'avec toi, du coup, Nico, on pourrait le formuler comme ça, se dire, voilà, ne soyons pas des natures mortes, et on va peut-être confier tout ça avec toi, Vince. En fait, ouais, c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, on se tourne vers le Seigneur. Et puis, j'avais amené mon petit carnet de chants d'Annunzio, mais finalement, pendant que tu parlais, m'est venu, en fait, c'est un chant que je viens de composer. Et c'est une exclue, mais c'est une prière que je pense on peut faire nôtre. Et je pense à toutes les familles, tous les pères de famille qui sont avec nous. Alors, reste encore un peu, Dieu vivant, éternel. J'ai tant besoin de ta main souveraine. Alors ouvre-moi les yeux, Rédempteur, Dieu fidèle. J'ai tant besoin d'un chemin qui m'emmène. On chante, ça fait « Reste encore un peu ». Alors reste encore un peu, Dieu vivant, éternel. J'ai tant besoin de ta main souveraine. Ouvre-moi les yeux, alors ouvre-moi les yeux. Rédempteur, Dieu fidèle. J'ai tant besoin d'un chemin qui m'emmène. Amen. Amen. Vince, c'est magnifique. C'est super beau. Attends, mais tu reviens avec des compos quand tu veux, là. C'est trop bien. C'est la phrase, la meilleure phrase des disciples d'Emmaüs. Reste encore un peu, tu sais, cette phrase à Jésus. Ce qui est très bon, c'est que Jésus fait mine de partir. C'est très bon comédien. Il fait mine de partir et eux le retiennent. Reste encore un peu. Et puis en plus, on va manger. Donc, voilà. Comme Jésus, c'est pas le dernier pour rester avec nous quand on mange. Et puis, effectivement, quand on demande à Jésus de rester, je pense que, il demeure. On va se quitter avec ça, c'est super. Merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous. Merci Vince. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Papcast. À très bientôt. Bye bye. J'espère que ce témoignage va vous faire progresser. Absolument. Bravo, quel enthousiasme.